Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un état psychologique vraiment extrême. Oui, celui d'un homme dans les heures et même les jours qui suivent un acte criminel. C'est ça. On va explorer la paranoïa, la fièvre, la culpabilité, cette espèce de spirale où la réalité se déforme complètement. Et pour faire ça, on a une source assez unique en fait. C'est un long extrait d'un livre audio qui nous met directement dans la tête du personnage, Raskolnikov. C'est ça qui est intéressant. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ces véritables montagnes russes émotionnelles. Exactement. De comprendre comment son esprit, qui est complètement tourmenté, interprète chaque détail, chaque rencontre. Et comment tout ça, ça le pousse soit plus loin dans son isolement, soit, et c'est ça qui est surprenant, vers une petite lueur d'humanité. Alors, on y va, hein. Le récit commence par un réveil, mais c'est pas un vrai sommeil. Raskolnikov est dans une sorte de léthargie, un oubli fiévreux, quoi. Mhm. Et c'est un cri dans la rue, à 2 heures du matin, qui le ramène brutalement à la conscience. Et avec la conscience. Le souvenir entier brutal de ce qu'il a fait. Et sa première sensation, c'est la folie. Et ce froid terrible qui est en fait la fièvre qui monte. Ce retour à la réalité, il est d'une violence inouïe. C'est pas du tout progressif. Le monde extérieur, un simple cri fait effraction dans son refuge mental et bam, lui réimpose la mémoire de son crime. Oui. Et ce qui est fascinant, c'est que son crime se voulait théorique, intellectuel, presque abstrait. Mais son châtiment, lui, il commence de la manière la plus physique qui soit. La fièvre, le froid, un corps qui lâche, l'intellect a fauté, et c'est le corps qui paye. C'est ça, en premier. Et immédiatement, c'est la panique. Il découvre des détails qu'il avait complètement zappés dans sa fuite. Sa porte n'est même pas verrouillée. Son chapeau qui traîne par terre. Des détails énormes en fait. Énorme. Il se met à inspecter ses vêtements de manière obsessionnelle, plusieurs fois, et il trouve qu'une minuscule tache de sang coagulée sur son pantalon. Et c'est là qu'arrive un moment de pure terreur. Il y a pire que la tache de sang. Ah, beaucoup pire. Il réalise qu'il a totalement oublié le butin, la bourse, les bijoux. Tout est encore dans ses poches. Non. Si, ça me paraît invraisemblable. Comment on peut être obsédé par une microtache de sang au point d'oublier la raison même de son crime? C'est là qu'on voit toute l'ironie tragique de son plan. Il se rêvait en surhomme intellectuel, tu vois, au-dessus des lois, capable d'un crime parfait, rationnel. Et il échoue sur la cache la plus basique d'un voleur. Ne pas oublier le butin. C'est fou. Son corps et sa panique ont complètement court-circuité son grand intellect. Toute sa théorie s'effondre face à une simple montée de fièvre et à l'oubli d'un détail aussi matériel. Et sa tentative de cacher les preuves? Alors là, C'est tout aussi délirant. Il fourre tout ça derrière un bout de tapisserie qui se décolle. ah oui, la cachette. Et à la seconde où il le fait, il le regrette. Il se dit que c'est absurde, évident. Il se demande, est-ce que c'est ainsi qu'on dissimule un crime? On sent que le vrai châtiment y commence là. Oui, et ce châtiment, c'est pas la police qui arrive. Ce sont ses propres facultés qui l'abandonnent. C'est la désintégration de sa personnalité, sa mémoire, sa prudence. Tout s'évapore. Tout ce qui faisait de lui un esprit soi-disant supérieur s'évapore. Il voulait de l'argent, il se retrouve avec des bijoux inutiles qui l'encombrent et dont il ne sait pas quoi faire. Sa propre raison devient sa cellule. Une cellule dont il ne va pas sortir, en tout cas pas tout seul. Le monde extérieur vient frapper à sa porte, littéralement, et de la manière la plus brutale. Des coups violents, oui. C'est la servante Nastasia avec le concierge. Il lui tend un papier, une assignation du commissariat. Et là, c'est la terreur absolue. Il est persuadé que tout est découvert. Et il y a ce détail terrible, presque cinématographique. En prenant le papier, il se rend compte qu'il tient encore dans sa main L'épreuve. les preuves avec lesquelles il a dormi, les petites franges de son pantalon qu'il a découpées, la doublure de poche tachée de sang. Il s'est endormi en agrippant sa culpabilité, quoi. C'est terrible. Et donc cette convocation, c'est la matérialisation de sa plus grande peur. On s'attend à un effondrement total. Oui, Mais non. C'est là que ça devient complètement contre-intuitif. Au commissariat, l'atmosphère est suffocante. Ça sent la peinture, c'est bondé. Il se retrouve face à un lieutenant, Ilya Petrovitch. Et Raskolnikov, qui est au bord du gouffre, malade, acculé, il se montre arrogant. ah bon? Oui, il répond avec une audace et une colère qui sortent de nulle part. Mais comment c'est possible? Comment un homme dans son état trouve la force de faire ça? C'est la réaction paradoxale de l'animal acculé. Ce n'est pas un signe de force,
C'est un signe de désespoir extrême. Quand on n'a plus rien à perdre, l'attaque devient la seule défense possible. C'est un bluff. Un bluff total, une façade qui cache une terreur absolue. Il joue un rôle, peut-être même sans s'en rendre compte, celui de l'homme innocent et indigné. C'est une sorte d'énergie du désespoir. Et ce bluff, contre toute attente, il fonctionne. Il apprend que la convocation ne concerne qu'une simple dette envers sa logeuse. Ah, d'accord. Ce n'est pas pour le meurtre. Et le soulagement est tellement immense qu'il le décrit comme une joie presque coupable. Et alors qu'il est encore là, sonné, il surprend une conversation capitale entre les policiers. Justement, ils parlent de son meurtre. Ils ont un suspect, un peintre Nikolai, et ils débattent des données psychologiques de l'affaire. C'est un moment clé. Ils trouvent ça invraisemblable. Psychologiquement impossible que le coupable ait pu, juste après un double meurtre, aller jouer et rire avec un ami comme si de rien n'était. Et là, Raskolnikov comprend un truc essentiel. Il comprend que la logique même de l'enquête pourrait le sauver. Comment ça? Son comportement à lui, fiévreux, paranoïaque, délirant, ça colle absolument pas au profil psychologique qu'ils imaginent pour un assassin. Son anormalité devient sa meilleure défense. Ah oui, c'est subtil. Mais la tension est tellement forte, il est à deux doigts de tout avouer. Et il s'évanouit. C'est encore son corps qui prend le dessus et qui, d'une certaine manière, le sauve. L'information qu'il vient d'entendre est une arme à double tranchant. Ça le rassure, mais la confrontation directe avec les détails de son crime, là, dans le bureau de police, C'est trop violent pour son état. L'évanouissement, c'est un disjoncteur. Son esprit ne peut plus supporter, alors son corps s'éteint. Alors on pourrait se dire, bon, il a échappé au pire, il doit être soulagé, non? Logiquement, oui. Mais non, pas du tout. En sortant du commissariat, sa paranoïa, elle explose. Pourquoi? Parce que justement, le danger est devenu réel, tangible. Avant, c'était une peur abstraite. Maintenant, il a vu les policiers, il a entendu parler de l'enquête. La menace n'est plus dans sa tête, elle est dans la rue, à quelques mètres de lui. D'accord. Ce bref contact avec la réalité de l'enquête a décuplé sa peur. Il est persuadé qu'ils vont venir perquisitionner chez lui d'une minute à l'autre. Alors, il se précipite chez lui, il récupère les objets volés derrière la tapisserie et il se met à errer dans la ville, en cherchant un endroit pour s'en débarrasser. Il pense au canal, mais il y a trop de monde, il a peur que ça flotte. On le suit dans cette errance désespérée. C'est un fugitif dans sa propre ville. C'est la lutte entre son esprit fiévreux qui veut juste se débarrasser du fardeau et une petite lueur de raison qui essaie de surnager. Pour ne pas faire d'erreur fatale, chaque passant devient un espion. Chaque regard une accusation. Il finit par trouver une cour isolée, un chantier. Il y a une énorme pierre. Il la soulève, il jette tout dans le trou en dessous et il la replace. Tout est fini. Il n'y a plus de preuves, il se dit. Une sorte de joie nerveuse, hystérique le prend. Mais ça ne dure pas. Non, parce qu'une question simple et absolument terrible émerge dans son esprit. Laquelle? Comment se fait-il que tu n'aies même pas encore regardé ce qu'il y avait dans la bourse? Il réalise l'absurdité totale de son acte. Ah oui, il a tué et il a risqué sa vie et sa raison sans même connaître le fruit de son crime. Donc toute sa grande théorie, c'était pour rien. Il ne voulait même pas vraiment l'argent. C'est un moment de lucidité dévastateur. Son crime, qui se voulait un acte philosophique, une transgression calculée pour prouver une théorie, serait là n'être qu'un geste vide de sens, absurde. Il n'a même pas la curiosité la plus élémentaire d'un voleur. Ça anéantit toute la justification. Exactement. Il ne reste plus que l'horreur brute, sans aucune raison. Complètement vidé, ses pas le mènent presque inconsciemment chez son seul ami, Razumikine. Et cette visite, c'est un condensé de son aliénation. Ah oui. Razumikine est joyeux, il propose du travail, il lui avance même de l'argent. Raskolnikov accepte tout, en silence. Et à peine sorti, il remonte les 5 étages, il repose l'argent sur le palier et il s'en va sans un mot. C'est de l'auto-sabotage complet. Il rejette la main tendue de la manière la plus brutale. Razumikine, c'est la normalité, l'amitié, une porte de sortie. En lui tournant le dos, Raskolnikov choisit activement de rester seul avec son crime. Il s'enferme lui-même. Oui, il refuse d'être sauvé. Après ça, de retour dans sa chambre, il s'effondre, il sombre dans le délire, avec une hallucination terrifiante où il entend Ilya Petrovitch, le policier, en train de battre sauvagement sa logeuse dans l'escalier. L'hallucination est très révélatrice, elle fusionne ses deux plus grandes angoisses, l'autorité punitive, le policier, et la violence faite à une femme sans défense, qui est un écho direct de son propre crime. C'est son procès intérieur. Exactement. Et après ça, son corps et son esprit s'éteignent. Il tombe malade pendant des jours, inconscient, soigné par son ami et un médecin.
Sa première vraie confrontation, une fois qu'il a repris un peu ses esprits, c'est avec le fiancé de sa sœur, Piotr Petrovitch Loujine. Le fameux Loujine, un personnage dépeint comme vaniteux, condescendant, qui expose sa grande théorie sur l'égoïsme rationnel. En gros, n'aime que toi-même parce qu'en servant ton intérêt, tu sers celui de la société. Une théorie qui, ironiquement, est une sorte de version bas de gamme et vulgaire de la justification que Raskolnikov s'était donnée pour son propre crime. C'est exactement ça. Et la réaction de Raskolnikov est immédiate. Avec une colère froide, il l'accuse de vouloir épouser sa sœur, Dounia, uniquement parce qu'elle est pauvre, pour pouvoir la dominer. Et il le met dehors. Ah, C'est la première fois depuis le crime qu'on le voit agir avec une volonté claire, pas pour lui, mais pour protéger quelqu'un d'autre. c'est un retour de sa conscience morale. C'est fascinant. Il rejette chez Loujine une caricature de ses propres idées. En protégeant sa sœur, il fait un premier pas pour se reconnecter à son humanité, à ses affections. Il sort de son nombrilisme criminel. C'est un tournant majeur. Juste après ça, il s'échappe à nouveau de sa chambre. Le hasard le mène sur le lieu d'un accident. Marmeladov, un ivrogne qu'il avait déjà rencontré, vient de se faire écraser. Oh non. Et là, Raskolnikov change complètement de visage. Il prend les choses en main, il le fait transporter chez lui, il envoie chercher un médecin. Et il fait quelque chose d'impensable. Il donne tout l'argent qu'il vient de recevoir de sa mère, 20 roubles, une somme énorme, à la veuve de Marmeladov, Catherine Ivanovna. Là, je suis un peu perdu. Ce type vient de tuer pour de l'argent, et au premier coup de vent, il donne tout ce qu'il a des inconnus. Ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens rationnel, et c'est justement pour ça que c'est si important. C'est un acte totalement impulsif, presque compulsif. Ce n'est pas réfléchi. Il se retrouve face à la mort, non plus comme celui qui la donne. Mais comme celui qui essaye d'aider. Voilà. Et ce n'est pas n'importe quel argent. C'est l'argent du sacrifice de sa mère. En le donnant, il ne fait pas que de la charité. Symboliquement, il se déleste de son passé pour se lier à cette famille de miséreux. Un transfert de culpabilité, mais aussi d'humanité. Précisément. C'est aussi à ce moment-là qu'il rencontre la fille de Marmeladov, Sonia, pour la première fois. En quittant cette scène, il ressent une force nouvelle, une vague de vie inattendue. Il se dit « assez de spectres ». Ma vie n'est pas morte avec la vieille. Le premier vrai contact avec l'espoir ne vient pas d'une absolution intellectuelle ou d'une théorie, mais d'un acte de compassion purement irrationnel. C'est l'empathie, l'émotion brute qui commence à le tirer de l'abîme, pas la raison. Et pour couronner le tout, la petite fille de Marmeladov, Polenka, le rattrape dans la rue, l'embrasse et lui promet de prier pour lui toute sa vie. Waouh! Ce geste d'affection pure d'un enfant le touche profondément. Il est tellement ragaillardi qu'il décide même d'aller à la petite fête de son ami Razumikine. Mais en rentrant chez lui pour se préparer, le choc final l'attend. Il ouvre la porte de sa chambre et il tombe sur sa mère et sa sœur. Il avait complètement oublié qu'elles arrivaient. Et le choc de voir ces deux figures de la pureté de son ancienne vie, juste après tout ce qu'il a traversé, c'est trop violent. Il s'effondre, une fois de plus, évanoui. La boucle est bouclée en quelque sorte. La confrontation avec son passé innocent est encore plus brutale que celle avec la police. Son corps lâche à nouveau, incapable de supporter le grand écart entre l'homme qu'il était et le monstre qu'il est devenu. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister. En résumé, cet extrait nous a vraiment plongé dans un esprit au bord du gouffre, qui oscille entre une paranoïa calculatrice et un abandon total à la fièvre. Oui, et chaque interaction avec le monde, la police, son ami, un rival, une famille en deuil, agit comme un miroir qui lui renvoie soit l'image de sa monstruosité, soit une humanité qu'il croyait avoir tuée. Ce qui est frappant, c'est que son parcours suggère que son crime, qui est né d'une théorie purement intellectuelle, ne peut pas être combattu par la raison seule. Au contraire, le calcul et la paranoïa, ça l'enfonce. Son premier vrai pas vers une forme de rédemption, c'est cet acte impulsif, irrationnel, de compassion pour la famille Marmeladov. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Si l'intellect poussé à l'extrême peut nous construire une prison et nous couper de l'humanité, peut-être que la seule issue, c'est un abandon total à l'empathie. Même quand elle n'est pas logique, même au cœur de la souffrance. Peut-être que c'est la seule clé quand la raison elle-même est devenue le cadenas.